Et donc bonjour, on se retrouve dans un nouvel épisode de Et toi, qu'est-ce que t'en as à foutre? Avec une icône du football belge, pour moi en tout cas, Philippe Van de Waal. Merci de m'accueillir ici, dans ce très beau cadre. On va revenir avec toi sur ton parcours foot, ton parcours après foot, un peu de vie privée, et puis on va voir où ça nous mène tout ça. Donc t'es né en 61. Icône, ça me fait déjà bizarre que tu dis ça. Ben, Je peux comprendre pour les plus vieux, oui, à l'époque. en, Ouais, en tout cas, visage emblématique du foot belge. ouais, c'est mieux. Icône, tout le monde se prend un peu pour une icône maintenant. Ouais, mais ça, c'est un problème de starisation. C'est que maintenant, tu fais 2 assists, t'es sur Twitter, t'es sur Insta, ouais, super passe, c'était une star, et t'as pris 10 millions sur Transfermarkt, quoi. De mon temps, il fallait encore, je vais pas utiliser le mot star, mais par exemple, pour frapper à la porte de l'équipe nationale belge, par exemple, Ouais. chez les Diables Rouges, il fallait à l'époque déjà faire une centaine de matchs en D1 d'un niveau acceptable pour pouvoir frapper à la porte. Ouais. Puis elle s'ouvrait ou elle s'ouvrait pas. Maintenant, on est presque, quand je vois un peu les stats comme ça, il suffit de faire, je vais pas exagérer, hein, 5 bons matchs, et tu es déjà prétendant international. Sur la Donc, pré-liste. comme quoi le temps va vite. Hein. Ouais, mais justement, c'est une question, il y a 3 questions thématiques dans les interviews qui reviennent, et elle en fait partie un peu plus tard. Donc toi, t'es né en 61. Ouais. T'as un peu plus de 500 matchs pro en D1. Ouais. T'as 15 buts marqués. Alors ça, Ouais. cette stat aussi, elle est folle. Ouais. À l'époque des Curren. Ouais. Où t'étais tireur de Ouais. penalty. Ouais. Entre autres, sur une saison, j'en avais mis, je pense, 11, dont 9 penalties et 2 buts pas sur penalty. Ouais, je suis monté en dernière minute et ouais, en un laps de temps de 2 mois, je pense. C'était à Ekeren contre Lommel et au Cercle de Bruges, où ben évidemment tu ne montes pas si le score n'est pas négatif. Donc je monte et j'en mets 2 comme ça. C'est un sentiment incroyable pour un gardien en plus. Ouais, ben comme gardien de but, parce que tu as plus tendance à essayer de ne pas que l'adversaire ne marque pas, on va dire. Tandis que là, je me contentais pas de ça. Mais là, je comprends pourquoi tu dis maintenant visage un peu atypique ou emblématique du football belge dans le temps. Ça, je comprends. Mais encore maintenant, parce que je pense les gens te reconnaissent parce que t'as fait partie du monde télévisé aussi par après, Ouais. et parce que t'es associé au football. Oui, oui. Ben, tu sais, moi, je touche un peu à tout. Hein. J'ai toujours voulu toucher à tout. Oui, t'es multicasquette en fait. Ouais. Si on regarde un peu, si on se penche sur ta biographie, c'est que t'as été joueur, t'as été entraîneur, entraîneur des gardiens, t'as été consultant. Entraîneur normal aussi, hein, Charleroi pendant un an. T1, T1, T2, T tout ce que tu veux. J'ai oublié sur ma ligne. Consultant TV, t'as été analyste pour les différentes télévisions aussi, sur RTBF et sur RTL. Donc t'es vraiment dans tout ce qui touche au foot. Et on sent que tu aimes ça et que tu vis ça à chaque fois. Oui, j'ai tendance à, quand j'aime quelque chose, d'y aller à fond. Mhm. Par contre, quand j'aime pas, c'est le revers de la médaille. Il faut pas oublier non plus, oui, comme je te parle de touche à tout, foot, entraîneur, consultant et tout ça, on va dire sur le titre foot. Mhm. C'est un peu une suite logique que quand tu as terminé ta carrière de footballeur actif, que tu deviennes entraîneur, si tu aimes ton métier, et vu que je l'aimais beaucoup, le métier de gardien de but, je suis devenu entraîneur des gardiens, et puis consultant, analyste à la télévision, ce que j'adorais faire, et que, un foutu le brin en me virant en 27 secondes d'RTL après 9 ans de bons et loyaux services. Oui. Mais bon, ça c'est une page. Tu sais, je suis rancunier en plus. Ouais. Je suis très rancunier. Et aucune explication sur ça, sur le départ, juste une restructuration, Ouais, on va dire ça comme ça. Voilà. Disons qu'il a utilisé changement de ligne. Cette excuse-là parce que c'était vraiment tous les voyants étaient ouverts en plus. C'est-à-dire que ça faisait quasi 9 ans que j'étais à RTL dans l'équipe, parce que moi le mot équipe
était super important parce que tu n'es rien tout seul comme consultant. Oui, tu as ton vécu, ton expérience, mais on formait vraiment une chouette équipe avec les gens techniques en plateau, avec Anne, etc. C'était top. Et je m'amusais, j'aimais vraiment bien préparer les émissions. Puis je suis devenu un petit peu avec Emiliano Bonfigli et quelques autres commentateurs, co-commentateurs. Donc j'aimais bien, ça voyageait, moi j'aimais bien. Et le mec Turo là, il s'est amené. Et, tous les voyants, comme je te dis et je me répète, étaient au vert. Oh, Phil, nickel. On m'avait déjà demandé au mois de juin d'aller en vacances plus tôt parce qu'on avait besoin de moi au mois de juillet, etc. Donc, je te parle de l'année passée. Je trouvais ça, ok, pas de problème. J'avais mon programme jusqu'au mois de novembre. Ah, je dis, c'est chouette parce que, bon, bah, à 60, je vais avoir 62 piges. Je dis, c'est chouette, j'aime bien faire ça. Et le mec, il m'a téléphoné je me rappelle, j'étais au supermarché. Et le mec, il me téléphone et il dit, salut Philippe, c'est Vincenzo Turo, là. Et moi, gros con comme je suis, pardon, je dis encore, je suis content que j'étais au téléphone. Non, simplement pour te dire que tu fais plus partie de l'équipe. Ah bon? Je dis, c'est Phil au téléphone, hein. Je dis, je sais pas, mais j'ai mon programme. Je dis, je sais pas si. Effectivement. Oui, voilà, restructuration. Il a amené ses moutons, il a béné les vieux, quoi. Disons que c'est comme un entraîneur de foot qui s'amène dans une nouvelle équipe, qui vire tout le staff qui est là, compétent ou pas, et il amène ses potes, quoi. C'est un peu ça, c'est comme ça que moi je vois la chose. En fait, d'extérieur, c'est comme ça qu'on voit un peu le monde de la télé, que ce soit RTBF ou RTL. C'est une bande de, si tu connais quelqu'un, t'arrives. C'est après parce que ça, j'ai eu dur parce que je m'y attendais pas. Ça, c'était j'avais des projets là-dedans et tout ça. Et puis, ça m'a foutu un jeton dans la gueule, quoi. Et bon, maintenant, tu te rends compte que je suis peut-être pas assez lèche-cul pour faire partie de cette bande-là, ou je sais pas. Mais bon, voilà. Je pense que je suis resté toujours moi-même, autant dans mes attitudes que dans ma façon de parler. J'allais pas là, il fallait pas qu'on me dise oui, mais il faudrait peut-être mieux dire que celui-là. Non. Je suis consultant analyste. J'essaye de dire avec ma signature ce que je vois et ce que je pense des gens. Bon, on va parler de football. Moi, c'est quelque chose que j'appréciais chez toi, c'est justement t'as un franc-parler en fait. Un peu, il y a Alex Teclac aussi qui a ça aussi dans sa façon d'être, c'est que c'est complètement neutre. Il y a pas de soutien pour une équipe ou pour une autre. C'est juste donner un avis objectif sur ce qui se passe dans un match. Oui. Et malgré que les footeux, on va dire ça comme ça, les téléspectateurs footeux savent que je suis brugeois. Oui. Voilà, et que je suis supporter du Bayern. Mais ça ne m'empêche pas que quand, par exemple, le Bayern joue un match à la con ou est éliminé de la Champions League, je dis voilà, c'est mérité parce que les autres étaient meilleurs. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il faut essayer de faire et pas, comme beaucoup, essayer de caresser le chien dans le sens du poil pour pas qu'il montre ses dents. Oui. Il y en a quelques-uns. Oui. Mais il y en a. Et c'est ça un peu qui me déçoit, c'est que voilà, la porte reste ouverte pour ces gens-là. Oui. Mais bon, voilà, c'est le monde de maintenant. Parce qu'ils vont tout compte fait, médias et foot, c'est le même monde. C'est un peu le même monde. Hein. Ouais. Et si on revient à ta carrière de foot, tu signes ton premier contrat pro à Charleroi, si je dis pas de bêtises. Ah, ça fait une paire d'années. Oui, ça fait très très longtemps, ça. C'était dans les années 79. Est-ce que tu te souviens de tes émotions la première fois que tu signes? Non, parce que non. C'était naturel. Mes émotions étaient déjà précaires, je veux dire. Je vais te donner un exemple. Quand j'allais à l'école, j'ai pas été beaucoup à l'école non plus, mais à 9 ans, j'allais encore à l'école, heureusement d'ailleurs. Et à l'époque, je dis bien à l'époque, on te donnait en début à la rentrée des classes, le professeur te donnait un petit papier à remplir avec nom, prénom, adresse, et en dessous, que veux-tu faire plus tard? Et à 9 ans, j'avais écrit gardien de but. D'accord, donc c'était déjà tracé. C'était déjà ancré dans la boule, et voilà. Et toute ma jeunesse a été axée là-dessus. Évidemment, c'est pas une certitude, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui écrivent ça, je pense, sur un papier, ou bien qui n'osent pas l'écrire en disant ouais, ben bon. À l'époque,
Mais moi, ça a toujours été ça. J'ai pas connu jusqu'à mes, je vais dire 15 ans, parce qu'à 16-17 ans, je jouais déjà mon premier match en D1. Ouais. Mais à l'époque, on parlait de surprise party, de boom. Hein, maintenant, on sort, Maintenant, on sort c'est pas sorti en boîte. de 9 à 11, mais de 1h du matin à 7h. Ouais. Il faut respecter chaque génération. Mais à l'époque, moi, je passais mes samedis soirs, quand on jouait le dimanche matin, à cirer mes pompes. Ouais. Mon père m'a dit, voilà, j'ai été élevé à la sportive, à la dure, mais je ne regrette rien. Je cirais mes pompes jusqu'au moment où je pouvais me regarder dedans, quoi. Et ton papa était sportif aussi? Mon père a fait, dans ses jeunes années, coureur cycliste. Ok. Une passion que j'ai retrouvée ces dernières années. Ouais. Enfin, voilà, il y a un bon bout de temps, j'ai toujours aimé le vélo. Mais là, vu que pour le moment, je suis chômeur, je cherche du boulot, je roule pas mal à vélo. Mais c'est vrai que quand tu es sur les réseaux, on voit beaucoup de photos de toi à vélo un peu partout. Et puis, J'aime bien. J'aime bien. Voilà quoi. Hein. Ah ouais, mais je ne me permettrai pas par respect, pour mon corps, pour mon esprit de sportif, de me balader avec une pause comme ça, quoi. Voilà. Est-ce que, si on remonte encore plus loin que le premier contrat pro, tu te souviens de ton premier souvenir foot, ce qui t'a fait aimer le football? Oui, c'était déjà gardien de but, parce que je trouvais ça tout le temps. Déjà à l'époque, quand j'allais voir Bruges avec mon père, on parle des années de quelqu'un que vous n'allez pas connaître, Fernand Beaune, Luc Sanders, c'était mes idoles à ce moment-là en tant que jeune gamin. Et je regardais pas le match. Tout le monde regardait le ballon par où il va. Moi, je regardais à droite, je regardais le gardien. Okay. C'est comme quand j'allais dans le temps à un concert, je regardais pas le concert lui-même, je regardais le batteur. J'ai aussi joué de la batterie. J'ai toujours été axé sur quelque chose comme ça, et voilà. Et oui, disons qu'une fois que la machine a commencé à s'engrainer, j'ai commencé dans un petit club de deuxième provinciale du côté en Wallonie, donc du côté de Charleroi, à Gauzet, où mes parents habitent d'ailleurs toujours, et ma sœur. Là où tu es né. Non, je suis né à Bruges, moi. Oui, à Bruges, mais là où tu as vécu. Zéro. Ouais, j'ai vécu à Gauzet pendant 9 ans, et j'ai joué là-bas dans un club de P2. Ouais. Et déjà là, je voulais que ça aille vite, quoi. Il fallait que je fasse des prestations. Je vivais évidemment beaucoup pour mon sport déjà à l'époque. Pour mettre tout dans son contexte, hein. Ouais. C'était pas des synthétiques c'était avec un bassin pour te laver à la fin de l'entraînement. Ouais. C'était bonne époque, je vais dire. J'ai connu les petits provinciaux. Voilà, voilà. Mais il fallait que ça soit en ordre. Ouais. Et puis, voilà, de fil en aiguille, tester à l'Olympique de Charleroi, tester au Sporting de Charleroi, et champion de Belgique scolaire provinciaux, junior UEFA. Dans le temps, t'avais les UEFA qui jouaient le dimanche matin. C'était une superbe ligue, hein. C'était top comme truc. Et par le hasard, j'ai joué mon premier match, j'avais 16-17 ans, au Sporting de Charleroi. Pourquoi par hasard? Parce que mon pote, qui est devenu mon pote par après, Daniel Mati, oui. Le gardien du siècle à Charleroi, Daniel, Joe, s'était fracturé le poignet, et l'entraîneur à l'époque, c'était Jean Piscinin, malheureusement décédé, avait dit, on va mettre le gamin. On va mettre le gamin. Le gamin, il avait 16-17 ans, quoi. Ouais, faut le porter, quoi. Et voilà, on m'a lancé, et j'ai joué, je me rappelle, 3-4 matchs, 16-17 ans, et évidemment, il y avait déjà des radars à gauche, à droite. Et voilà. Et étant brugeois, ne cachant jamais mes sentiments d'être supporter de Bruges, vu que je suis brugeois, et que mon rêve, c'était un jour de jouer à Bruges, mais c'était un rêve très, très lointain. Ben, il n'a pas été si lointain que ça. À 18 ans, j'étais à Bruges, et je jouais mon premier match avec Bruges. Et qu'est-ce que tu ressens la première fois que tu es sur le terrain à Bruges, justement? Ça doit être une explosion, en fait. T'arrives à gérer ça a été aussi l'émotion et un fait du hasard, mais ça a été au fond, je suis passé des tribunes sur le terrain. Okay. J'allais de temps en temps voir Bruges avec mon père, et avec mon écharpe bleu et noir, etc.
Et je me retrouve à Bruges, alors que je devais normalement signer au Cercle de Bruges. C'est un peu anecdotique parce que faut savoir que le stade de Bruges est divisé en deux avec le Cercle de Bruges d'un côté et le club, encore maintenant, Oui, oui. de l'autre. Et le Cercle était intéressé de m'avoir déjà comme titulaire à cette époque-là. Et ouais, c'était chouette. Mais c'était pas C'était le bon Bruges. Et je regardais mon père, je dis, c'est là que je veux aller. Ouais, mais qui me dit mon père, je me rappellerai toujours, il y a Birger Jensen, malheureusement décédé il y a pas longtemps, le gardien emblématique de Bruges pendant 14-15 ans, Ouais. le Danois. Il y avait Lane-Bart, il y avait du lourd, quoi. Et pour finir, je dis à ce dirigeant du Cercle de Bruges, je dis, je vais encore attendre un jour, mais demain, on peut se revoir, éventuellement, on va étudier la situation. Et je quitte avec la Renault 4 rouge de mon père le parking du Cercle de Bruges, et le directeur du club de Bruges, qui avec bras ouverts me dit, on peut vous parler? Et une heure après, je signe à Bruges, au club, comme troisième gardien. Mais bon, là-bas, l'histoire commence. Ouais, mais voilà, t'es dedans, quoi. Je suis dedans, et un mois après, je joue déjà. Donc, il y a des faits du destin, parfois, où tu te dis, il fallait que ça se passe comme ça. C'est écrit, quoi. Je crois au destin, au hasard, Ouais. tant que tu le provoques, C'est ce ça. hasard. Tu vas pas tomber comme ça, comme Mr Bean, boum, sur les cailloux en disant, tiens, je veux faire ci, tu vas. Non. Il faut provoquer, je trouve, ce que tu as envie de faire, le destin, Mhm. cette chance, cette porte qui va éventuellement s'ouvrir, en étant sérieux, en bossant, sans arrêt, en étant conscient de tes soi-disant qualités, que les gens disent, ouais, le gamin, il est bon et tout ça. Oui, faire abstraction de ça, mais bosser. Toujours bosser, bosser, bosser. Certainement pour un gardien de but. Et voilà. T'as connu aussi j'ai envie de dire, les dernières belles années du Germinal et Curren. Ouais. Bon, après, il y a eu les fusions avec le Berscott, etc. On va dire mais du foot en général. pour moi, oui. Pour moi, le beau foot a été jusqu'en 2005, j'ai envie de dire. C'était le foot que j'appréciais énormément. Après, C'est ça, pas rien que le foot, si je peux ça c'est la t'interrompre. société. Parce que le foot en lui-même, oui, il va plus vite, c'est plus spectaculaire, il y a plus de schémas tactiques, etc. Mais je parle du foot en général. Mhm. Moi, j'ai joué mes 10 premières années à Bruges, 11 ans. On appelle ça la période Henk-Howard, parce que demi-finale contre Dortmund, etc. Donc pendant 5 ans, on a été champion, Coupe de Belgique, enfin super coupe, on avait tout raflé, mais dans une ambiance incroyable. Avec des grands noms comme Keulemans, C'est ça. Jan Keulemans, Marc de Grace, Kenneth Brill, plein de grands noms, mais on était une bande de potes. On s'entraînait comme des fous, on sortait comme des fous, on buvait comme des fous, non, comme des trous. Mais le lendemain, à 8-9 heures, on était sur le terrain en train de se bagarrer un pour l'autre, et ça se reflétait sur le terrain, Et avec des résultats. en parlant de boire comme des trous, il y a une anecdote qu'on m'a soufflé. C'est, t'aurais perdu un trophée dans un bar après un titre. Oui. Mon gant d'or. J'ai gagné 2 fois le gant d'or de gardien de Belgique en 86 et en 98, je pense. Ou en 96. 85, 96. Ouais. Et voilà. La deuxième fois, j'étais au Germinal Ekeren quand je le gagne. Et ouais, on fait de ça, quoi. Et je rentre dans un café et on fait la fête et j'oublie mon gant d'or. Et c'était un mec qui via, donc, combien d'années plus tard, via Instagram, m'a contacté en disant, Monsieur Venot, excusez-moi de vous déranger, mais je viens de reprendre un café dans la banlieue anversoise et en faisant la cave, etc., on a retrouvé une espèce de gant doré, mais il y a une étiquette où c'est écrit meilleur gardien de Belgique, Philippe Van der Waal. Ah, je dis, ben c'est moi, oui, effectivement, j'ai plus jamais retrouvé mon trophée. Et maintenant, je l'ai. C'est bien. Ouais, mais je suis pas très matérialiste. Non, non, mais ça fait partie des anecdotes. C'est le genre de truc que typiquement on n'entendrait plus aujourd'hui. Non, c'est dans ce sens-là que je veux te dire que le ça. foot a changé beaucoup. C'est vraiment le genre de truc. Mais justement, ça fait partie des questions que je suis en thématique, on va dire. C'est Kylian Mbappé qui avait dit, avec son âge, hein, le football il a changé, coach. Et il a dit ça il y a 2 ans, je crois. Ah bon? Ouais, il a dit le football il a changé après 4 ans de carrière, mais voilà. Toi forcément. C'est vrai que
il a changé et je vais lui donner raison pour la bonne cause que s'il y a quelque chose que je regrette bien, pas de ma carrière sportive, parce qu'il y a des hauts, des bas, mais c'est de n'être pas né un peu plus tard. Parce que crois-moi que je ne serais pas au chômage maintenant et que je serais peut-être sur une plage, encore que la plage ne m'intéresse pas tellement, mais pour te dire, ça a quand même fait pas fois 10, fois 100, fois 1000, mais fois je ne sais pas combien. Que ce soit les salaires. Voilà, c'est un autre monde, c'est devenu un autre monde. Tant mieux pour ceux qui y sont confrontés maintenant, tant mieux. Oui. Mais on parlait pas, on jouait pas sur la même scène. Est-ce que tu as un regret, parce que tu as fait toute ta carrière en Belgique finalement? Est-ce que l'étranger, à un moment, t'a appelé et t'a dit non? Est-ce qu'il y a un regret à ce niveau-là? Est-ce que... Quand tu compares maintenant, oui, parce que ça va aussi à propos d'expériences humaines et le côté financier. Mais à l'époque, c'était pas comme ça que, claquement de doigts, tu jouais 10 bons matchs, on te téléphonait de l'étranger. C'était pas le cas. Les managers, à l'époque, les agents n'avaient pas la même poigne sur les joueurs. Leur réseau était beaucoup moins large, etc. Donc, on peut pas comparer. D'un autre côté, oui, j'ai été confronté. J'étais à Ekeren ma dernière année, je pense. Ouais, j'avais 36, 37 ans dans ces eaux-là. Et l'Olympique de Marseille cherchait un gardien expérimenté, je pense, pour remplacer Olmeta, si je me rappelle bien. Et ils étaient tombés sur moi. Et ça a tourné en couille parce que Ekeren demandait beaucoup trop pour un gardien de 36 ans. Eux, ils se sont dit, bah attends, c'est le moment de remplir les caisses. Et pour finir, moi j'avais signé un pré-contrat d'ailleurs, avec l'Olympique de Marseille. Et ils ont pris pour finir Andreas Köpke, qui avait mon âge, il avait 36 ans, 37 ans, il jouait à l'époque à Nuremberg, en Allemagne, et c'est lui qui est allé encore 2-3 ans là-bas. Oui, il a fait jusque, je pense, 2000, je pense. Ouais. Mais bon, voilà, no regrets. C'est le foot, c'est pas un chemin tout droit, le foot. Il y a plein d'obstacles à éviter, à tomber dedans, à ressortir, et voilà. C'est ça une carrière. Comment est-ce que je vais tourner ça? Il y a eu l'après-foot qui ne se préparait pas de la même façon que maintenant. Maintenant, on a l'impression qu'il y a un vaste choix entre guillemets pour les joueurs après carrière. S'ils ont fait les choses de façon intelligente, tu peux investir dans l'immobilier, tu peux faire des études en plus, ce qui était moins accessible pour vous. Toi, par exemple, allier faire des études et en même temps le foot pro, à l'époque, c'était pas possible. Mais encore une fois, c'est une question de génération, tu vois. La génération juste avant la mienne, grosso modo, c'était les anciens footballeurs, quand ils terminent leur carrière, c'était ou bien ouvrir un café, ou bien un magasin de sport. C'était un peu les stéréotypes. Les deux filets où ils pouvaient tomber dedans, quoi. C'était ça. C'était souvent ça. Après, ceux de mon époque, ça commençait déjà à dire, ouais, on va regarder pour une carrière d'entraîneur. Donc, ils passaient la barrière de joueur à entraîneur. Et comme tu dis, la génération actuelle, ils ont gagné assez d'argent pour dire, ben voilà, on va faire ça. Enfin, du moins, les autres vont faire ça pour moi. Oui, c'est ça. Et voilà. Tu peux démarrer. Ils se font diriger, dans divers secteurs. Tant mieux pour eux, c'est pas une jalousie. Mais les temps ont changé, on peut plus comparer. Il y a une question que j'aime bien poser aussi, c'est quel est ton avis par rapport aux data qui n'existaient forcément absolument pas à ton époque, sur le foot en général. Je trouve que personnellement, je trouve que c'est un bon outil, mais qui est très mal utilisé. S'il avait été utilisé, je reviens aux années 2000, on prend Pippo Inzaghi, tu utilises les data sur lui, il joue pas un match. Je suis d'accord. Ça fait partie de la vie de maintenant, pareil dans le foot, les data c'est dans tout. Même dans les transferts de joueurs. Ils regardent à ça? Je pense que dans certains clubs, pas dans tous, ils se basent sur plus les data que la personne en elle-même, comment elle joue au foot. C'est ça.
C'est devenu un screening comme on Deleuze, ton paquet de ton paquet de pommes, ping. Ouais, C'est quasi ça. Ouais, ouais. Moi, je trouve que c'est un outil à utiliser en tant que staff technique, mais à ne pas exagérer. Il faut garder la nature, l'ADN du football. C'est ça. Et c'est quoi pour moi l'ADN du football ou d'un résultat? C'est l'imprévisible. Parce que l'imprévisible dans le football, c'est ça qui décide généralement du résultat ou de faits marquants dans un match. Parce que si tu n'avais pas cet imprévisible, et c'est quoi l'imprévisible? C'est une floche de l'arbitre, c'est une floche du VAR, c'est le gardien qui fait une couille. Ouais. C'est ça l'imprévisible. Ouais. On l'a encore eu toutes les semaines. Oui, Toutes les semaines. T'as beau avoir des arbitres, le VAR, tout ce que tu veux, il y a encore plus de discussions J'allais qu'avant. dire, c'est encore pire C'est encore depuis qu'il y pire a le VAR. qu'avant. Les gardiens, par exemple, pour rester dans mon jardin, les gardiens, le métier de gardien de but n'est plus le mec qui est dans le but et qui essaye d'arrêter des ballons. C'est fini. Il est libéraux maintenant. Enfin, On a encore dépassé ce il participe stade-là. activement au jeu. Mais non, on fait un, comme on appelle dans le jargon footballistique, un taureau, un 5 contre 2 dans les 16 mètres pour essayer de sortir. Puis de temps en temps, tu vois un mec qui se plante et c'est bien. Ouais. Donc le gardien est devenu non seulement un décideur pour empêcher l'équipe adverse de marquer des buts, donc il doit être bon, il doit avoir toute la panoplie requise du gardien de but, bon en hauteur, sorti dans les pieds, encore quelque chose qui a disparu, sorti dans les pieds, c'est plus maintenant, Ouais. tu vois, c'est fini. Le dégagement aux 16 mètres Il y a a très peu. quasi disparu. Oui. Le dégagement aux 6 mètres est en train de disparaître Ouais. parce qu'on construit de derrière. Mais ça, il faut vraiment connaître le métier. Donc, le métier, ce que je veux dire, de gardien de but est devenu tellement compliqué qu'il est même plus comparable à mes années. Quasi pas. Ben, ce qu'il y a, j'avais l'habitude de dire, il y a 3 écoles pour devenir gardien. Il y a soit, t'as un physique très imposant et à l'école, on te met dans les gaules, et puis, bah, finalement, t'en fais ton métier. Soit t'as un pet au casque. Parce que tu vas mettre ta tête et tes mains là où un joueur Ça, ne c'est mettra fini. jamais son pied. C'est fini. Et je pense que dans ceux que j'appréciais énormément, il y avait Vedran Rounier qui était comme ça. Oui, mais ça, Il y c'est avait fini. un peu Bolat, mais maintenant, oui, comme tu dis, C'est fini, c'est terminé. Il y a même eu des périodes, et il y en a encore, qu'un gardien, rappelle-toi, un collègue à moi, un concurrent, un ami, Danny Verlinden, Oui. 1m76, Oui, c'est ça. qui fait plus jamais carrière maintenant, fini. Par contre, on est monté, ah oui, mais il faut 1m80, puis on est monté, ouais, idéal 1m85, on est monté à 1m90 ou plus, on disait, ouais, mais moins d'1m90, on prend pas. Et maintenant, les 2-3 dernières années, on est descendu du 1m90 sur le 1m85. On trouve que c'est tout à fait logique que l'impulsion d'une détente peut être plus grande d'un mec qui fait 1m85 ou 84 qu'un mec qui fait 1m93. Oui. Donc, je suis complètement d'accord. C'est pas parce que tu fais 2 mètres que tu vas être super bon dans le trafic aérien. Non. C'est la lecture du ballon, la lecture du jeu, etc., etc. Donc, moi, je suis aussi pour un gardien de but de morphologie athlétique entre 1m85 et 1m90 dans ses eaux. Ouais. Mais à la Verlinden, 1m76, fini. Ouais, c'est ça. Ça, c'est terminé. Et c'est dommage parce que ça faisait partie justement de ces profils entre guillemets atypiques, mais qui montrent que tout le monde peut y arriver. Exactement. Parce que maintenant, on est dans un football très très stéréotypé. Comme tu dis, bah les phases de construction maintenant démarrent du gardien, etc. Et 90% des équipes font ça. Même s'ils ne savent pas le faire à 100%. Voilà, ils essayent. Mais exactement. Et les visions de football, c'est maintenant on ne joue plus qu'avec un attaquant, alors que moi je suis fan de football offensif, donc. En 4-3-3. Ouais. 4-2, ouais, on va dire ça. Ouais, c'est ça. Et moi j'adorais les systèmes avec 2 vrais attaquants. À l'époque, Radinski-Keller par exemple. Enfin, c'était. Ouais. Et pourtant, quand tu vois les conférences de presse, je veux dire, de tout nouvel entraîneur. Oui. N'importe quel, hein. Que ça soit Oufkens qui vient au Standard, que ça soit Deyla qui va à Bruges,
n'importe quel entraîneur, il faut une fois regarder toutes les conférences de presse. La première, hein. C'est de La présentation. première, c'est quasi tous pareil. C'est quasi tous pareil. Ouais, moi je veux jouer un foot offensif, attractif, parce que les supporters le méritent. Là, on est de nouveau dans le caressage du poil. Donc c'est quasi tout. Et quand ils perdent quelques matchs, parce que la lumière rouge commence à aller, l'alarme, c'est oui, mais les transferts, c'est pas ce que j'avais cru. C'est fort stéréotype. J'ai jamais vu un entraîneur qui a dit, moi aujourd'hui, je suis content avec un point, je veux défendre, parce que les autres sont plus forts que nous. Oui. J'ai entendu. De fait. On va faire notre possible, on va essayer d'attaquer. Non, Non, c'est vrai. On joue avec un attaquant et il joue avec... Non. Ah oui, c'est vrai qu'avant, au moins, les plus petites équipes assumaient ce fait-là, de venir, bon, on vient mettre le bus, et puis on va voir. On verra. Exactement. C'est vrai que maintenant, on n'a plus trop ce truc-là, et c'est plus carité. Mais c'est, encore une fois, ce n'est pas au point de vue technico-tactique, on va dire, c'est dans tout. Ouais. Je vais te donner un autre exemple qui n'a rien à voir avec la tactique ou le jeu. À notre époque, parce que j'ai pas dit que c'est mon époque. Quand je vois un match de foot maintenant, tu vois, après le match, ils applaudissent, les joueurs, puis ils font un tour d'honneur, avec ou sans les gosses. Hein, parce que des fois, on prend les gosses, bientôt, on va prendre la grand-mère, on va faire un tour de terrain, on va parler avec les joueurs, on fait des selfies et tout ça. Souvent, je suis un footeux comme tout le monde. Quand tu as joué un match de merde, ben, on t'engueule, on te lance des trucs, on te crache dessus, on te lance, et toi, tu es toujours là à applaudir, tous ceux qui t'insultent. Tu vas même en discussion avec eux. Non, mais il faut arrêter. Je vais pas dire que c'est la bonne solution, mais je me rappelle, à mon époque, encore une fois, on faisait un tour d'honneur quand tu étais champion. Quand on était champion, ou quand on avait gagné un trophée. Ça s'appelait un tour d'honneur. Là, on faisait un tour d'honneur. Maintenant, on fait un tour d'honneur dans les matchs amicaux, hein. Oui. C'est-à-dire avec les gosses, bientôt le chien, la créole avec le canari. Non, mais. C'est un jeu politique, en fait. Je sais pas. C'est s'adapter à essayer de plaire au plus de monde possible et faire plaisir à tout le monde, peut-être. Sans doute. J'étais il y a pas longtemps la saison passée à Bruges avec quelques joueurs de mon époque. Et alors, il y a un supporter, parce qu'on avait été boire des pintes après au café du coin, et il disait, mais putain, vous êtes quand même, malgré votre âge, vous êtes encore populaire, hein? Et là, j'avais tendance à dire, oui, mais c'est normal. Et il me regarde. Je dis oui. Parce que nous, on n'a rien fait pour être populaire, à part nos prestations sur le terrain. Mais qu'est-ce qu'on faisait après le match? On allait ce qu'on appelle en flamand ou en anglais le spelershome, le home des joueurs. Ouais. Et puis, on allait le plus vite possible. On mettait notre jeans et notre chemise à carreaux, façon de parler, pour aller boire des pintes avec les supporters. Qu'on ait gagné, ou pas, on avait l'avantage à Bruges qu'on gagnait plus qu'on perdait, mais on allait boire des pintes avec les supporters. Ouais. Et c'est là que tu gagnes une popularité naturelle, sans faire quelque chose. Ouais, et puis il y avait un truc aussi à l'époque qui a plus aujourd'hui, c'est que vous arriviez à écrire des histoires dans le club en lui-même parce que vous restiez plusieurs saisons. Je veux dire, la carrière d'un joueur maintenant, c'est 1, 2, 3 saisons maximum d'affilée dans un club, et puis ça bouge tout le temps parce que c'est un commerce. Ce sont des clichés. C'est que tu vois des transferts, joueur X vient dans le club X, première photo, il embrasse le blason, les cuissons, il se plante. Au mercato, il va chez les concurrents. Il se répète ça. On va faire une photo, on va embrasser. Ouais, il y a très peu cette époque, cet amour du club, et je pense au dernier non, mais qui me viennent, c'est Totti, c'est Maldini, c'est des trucs comme ça, mais c'est vrai que là encore, on parle du top, hein. Oui, mais même en Belgique, toi, avec Bruges, c'était affiché aussi, mais il reste très peu de gens comme ça. Oui, des Etterberg à Anderlecht, des Didier Bunny à Charleroi de l'époque. Dans chaque club, tu peux retirer quelques mecs comme ça. Tu vois, quand je te parle, moi, de Jan Keulemans,
C'est vrai qu'à Bruges, il y en a un peu Marc plus. de Gries, hein. À Bruges, il y en a un peu plus quand même. Oui, d'accord, mais oui, ben, dans l'ex-standard aussi, hein. Ouais. T'as des Oui, oui. Gielers, je sais pas moi, Bah, Ellers, c'est- Ernst. voilà, c'est tous des mecs Gossens. qui ont marqué l'histoire d'une façon naturelle. Ouais. Et la preuve, c'est que Gossens, par exemple, Michael Gossens, mais ça le gêne pas d'aller dans la tribune Ah oui, c'est ça. et de boire des pains avec les sucres. Mais non, la nouvelle génération, c'est fini. Ouais. C'est fini. Nous, on se battait à l'époque à Bruges. Le lundi, c'était notre jour de sortie. Parce qu'on allait dans les clubs de supporters. Et ça allait dans toute la Flandre, par le Brabant, le Limbourg parfois. Mais c'était quoi une soirée sportive? Ben, nous, on en profitait pour sortir, pour rigoler. On rentrait tôt le matin. J'allais dire tard le soir, tôt le matin. Mais non, je vais pas dire que les gars doivent se faire payer pour aller là. Mais nous, on se battait pour écrire notre nom sur la feuille pour dire, oh, on y va, quoi. Oui, c'est ça. Parce que mais ça faisait partie de l'amusement et ça faisait partie du Du métier? métier. Du métier. C'est ça que c'est tellement difficile de comparer, je vais dire, les années 80-90 aux années 2000-2020, je vais dire, pour Et globaliser. est-ce que tu te retrouves, toi, dans le foot actuel? Est-ce que tu Difficile. penses que tu arriverais à faire, pas à faire carrière, toujours toute pas, mais à t'intégrer au foot actuel? Mais je l'ai fait J'ai été entraîneur quand j'ai raccroché, j'ai Ouais. fait tout de suite après ma carrière, quand je me suis blessé en équipe nationale Hollande-Belgique, là, donc j'avais 39 ans. Tout de suite, j'ai été entraîneur des gardiens à la Gantoise pendant 4 ans. Puis j'ai fait 6-7 ans Sporting de Charleroi. J'ai fait Courtrai, j'ai fait Malines, j'ai fait Mons, j'ai fait l'équipe nationale pendant 3 ans et demi avec Thibaut et Simon Mignolet, hein, quand même. T'as fait un an au Standard aussi? J'ai fait 1 an au Standard, j'ai été responsable général de tous les gardiens de but au Standard. Voilà. Je l'ai toujours fait en âme et conscience, avec mon expérience et mon feu. C'est ça. Maniaque. Mais ça, on sent dans ta façon de parler que t'es toujours, Oui, parce qu'autrement, je le fais pas. c'est ça. Est-ce que je m'y retrouve maintenant? Ce que je me rends compte en prenant de l'âge, c'est que j'ai de plus en plus difficile à regarder un match en entier. En entier. D'accord. Je te donne un exemple, avec beaucoup de respect pour toutes les équipes, hein, parce que qui suis-je pour dire celui-là j'aime pas, celui-là j'aime bien. Je regarde sur une chaîne, allez, sur Eleven pour pas citer de nom, j'ai difficile à regarder tout le match, par exemple, Eupen Westerlo. J'en prends 2 comme ça au hasard. Mhm. Ça peut être Gand Antwerp, hein. Ouais. Mais C'est moins spectaculaire, en fait. pourtant, ça reste du foot. C'est ça. Mais on est moins dans l'excentricité et dans des... Allez. Je vais revenir aux années 2000, je vais encore passer pour un vieux con avec ça, mais c'est pas grave, il y en a qui ont l'habitude de me le dire. Mais il y avait une époque où un joueur avait le ballon, ça peut être Zidane, ça peut être David, ça peut être... voilà. Ils tentaient quelque chose, ils osaient faire quelque chose. Maintenant, on a l'impression, j'ai le ballon, il y a un joueur devant moi. Je dois faire ça. Ok, je fais une passe parce que je peux pas essayer de le dribbler. Ouais. J'ai un rôle et je peux pas me sortir de ça. Que C'est devenu stéréotype, mais tout quoi, pas rien que le jeu, tout est devenu un peu stéréotype. et Regarde ta différence entre un match, on va prendre 3 exemples. Un match de compétition belge, de Jupiler League, ouais. Un match de Premier League, ou de Bundesliga, ou de championnat espagnol, ouais. Et un match de Champions League. Ça fait 3. Quand tu as envie de voir du beau foot, du spectacle, tu sais ce que tu dois regarder. Hein. Moi, je mettrais en premier la Première Ligue quand même, mais oui, mais moi la Bundesliga, oui, ça c'est voilà, chacun son truc. Mais on peut dire que la Champions League, si tu veux voir du foot offensif, oui, c'est le haut niveau. Voilà. C'est ça. Ouais, bien sûr. Mais pareil, enfin, si mais je m'amuse autant en allant voir, vu qu'on n'est pas loin de Liège ici, Bouffailly contre Amoir, façon de parler, ouais. ou Marcinelle Gauzet, parce que je sais que je vais m'amuser après à la buvette en buvant des pintes avec les mecs, quoi, tu vois. Donc, voilà, le foot fera toujours partie de ma vie.
Malgré que, 3 petits points. Et on va terminer là-dessus, sur la dernière question. Comment est-ce que on allie foot et vie privée? Est-ce que ça t'a posé des soucis à un moment? Est-ce que Oui. par rapport aux enfants, par rapport... Oui, c'est clair que... C'est un aspect que j'aime bien aborder parce qu'on n'en parle jamais, en fait. C'est quelque chose qu'on voit jamais. Oui, c'est-à-dire qu'il faut pas sous-estimer, je vais dire, les absences. Et puis moi, tu sais, j'ai été marié la première fois très tôt parce que c'était un peu un cliché que j'avais entendu de mes parents. Ouais, il faut une vie stable en tant que professionnel. Bon, 21 ans, j'étais marié. Ouais. Le problème, c'est que j'ai découvert la vie entre mes 25 et mes 35 ans. Ah, c'est bon. Ouais, c'est ça. Je caricature, hein. Oui, bien sûr. C'est important, mais je pense qu'il y a d'autres sports que le football où c'est encore plus difficile à gérer. Je prends par exemple le cyclisme, parce que je m'intéresse pas mal au cyclisme. C'est encore autre chose, Et hein. puis on vient de finir sur le tour là avec les 3 semaines, je crois que... C'est toute l'année, hein. Ouais, c'est ça. Je pense que sur un an, les mecs, ils sont partis 250 jours, hein. Là, c'est encore autre chose, hein. Là, tu dois avoir ce qu'on appelle une relation stable, de confiance, etc., etc. Donc, chapeau à toutes ces épouses, ses collaborateurs, tous ces entraîneurs qui ont une vie certainement dans le cyclisme atypique, et sans doute aussi dans d'autres. Et vis-à-vis des enfants, petits-enfants, etc., est-ce que il y a eu, je sais pas, il y a eu un reproche un jour? Est-ce que ça a été facile à gérer? Par la force des choses, j'ai une fille, moi, de 34 ans, d'un premier mariage. J'ai une fille de 23 ans d'une autre relation. J'ai des petits-enfants, 12 ans, Ouais. 3 ans. Parfois, je me regarde dans la glace, au sens figuré, et je me dis, j'ai pas été assez là. Ok. Parce que, par exemple, la vie est C'est pas un fleuve un tranquille. champ d'obstacles, hein. Mes gosses habitent Bruges, Ouais. mes petits-enfants habitent Bruges, et j'habite Chaudfontaine. Oui. Avant, j'habitais dans les Ardennes, j'ai habité du côté de Charleroi, j'ai habité Bruges, j'ai toujours été un peu partout. En plus de ça, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais je suis content que tu vas le découvrir, j'ai toujours eu une grande passion. Les voyages. Encore maintenant, la montagne. Ouais. Je pense que je peux dire que je suis un montagnard. La montagne et, je vais dire, les voyages d'aventure. Ok. Je vais dire ça comme ça. D'ailleurs, pour te donner un exemple, je pars en expédition au pôle Nord exactement dans un an. Ok. Donc, je fais les 4 îles. Je vais à Spitsbergen. Je vais à Markmayen. C'est une petite île entre le Groenland et le Spitsbergen. Je fais tout le Groenland, la côte ouest du Groenland, avant de revenir en Islande. Donc voilà, je suis un curieux de l'aventure avec une mention pour la montagne. Incroyable. En fait, C'est toujours, j'ai toujours été un petit côté, je vais pas dire caché, parce que je publie pas mal de trucs sur la montagne, etc., sur mes voyages. Mais je suis un touche-à-tout et j'aime bien tout ce qui est nature, tout ce qui est... Mais là, il y a même un côté survie, quoi. Oui, ouais. J'ai fait pas mal de trucs un peu dingos, ouais. Mais voilà, j'en ai tellement fait que... En fait, tu vas faire le pôle Nord dans un an, et puis dans 3 ans, on va te retrouver avec Mike Horn dans la jungle amazonienne. Mike Horn, c'est autre chose. Mais voilà, j'aime... Maintenant, je fais beaucoup de cyclisme. Je te dis pourquoi. Parce que je m'emmerde. J'ai rien à faire. Oui. Donc, et je suis pas un frappeur de porte. Combien de fois mon épouse ou des amis me disent, mais Phil, pourquoi tu proposes-toi là-bas? Je suis pas un frappeur de porte, j'ai pas envie d'aller frapper, ils n'ont pas besoin de moi, parce que voilà, s'ils ont besoin de moi, ils savent ce qu'ils auront, et puis voilà. Mais je m'emmerde pas mal de temps quand même. Donc je roule à vélo, Ouais. mais je me contente pas alors de faire 20 ou 30 ou 40, 50. Ouais, j'ai cru comprendre. Donc voilà le truc.
Tu vois? Bon, si jamais quelqu'un nous écoute et cherche un animateur, tu sais jamais que ça. Mais bon, voilà, j'ai eu aussi une proposition. Du moins, j'espère que ça va aboutir. L'agence de voyage spécialisée avec laquelle je vais faire cette expédition m'ont parlé, ils m'ont dit ah oui, mais votre profil, il est quand même, vous avez quand même fait pas mal de trucs en montagne, et ci et ça. Est-ce que éventuellement ça vous intéresserait d'accompagner des gens en voyage, tout ce qui est dans le Grand Nord et tout ça, Laponie? Je dis oui. Ce serait incroyable, oui. En Tu vois, effet. ça j'aimerais bien. Mais Parce que physiquement, je suis encore. c'est un basculement complet de carrière, quoi. Oui, encore que ça a toujours été dans la casserole. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Enfin, moi, ça pourrait durer 2 heures, mais bon, voilà. J'adore ça. J'adore faire ça. Vraiment, un tout grand merci. Avec plaisir, Si on ne se reparle pas, mais on se reparlera. Bon voyage au pôle Nord. entre autres. Et puis, bah, nous, on se retrouve pour un prochain épisode. Je sais pas encore où, je sais pas encore quand, mais surprise. Ciao!